On va plus loin dans l'essentiel avec Niagalé Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagalé. Bonjour. Et Bruno Darou, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Abdelmadjid Tebboune réélu dans un fauteuil en Algérie, malgré des doutes sur le taux de participation. Beaucoup d'Algériens ont boudé les urnes. L'enjeu maintenant, c'est de savoir la place qu'occupera l'Algérie sur la scène régionale alors que les tensions s'exacerbent avec ses voisins. Et puis la France, elle referme sa parenthèse enchantée. Un été jalonné par les Jeux Olympiques avec à la clé une moisson de médailles, mais aussi une facture de quelques 9 milliards d'euros. Pas facile à digérer à l'heure de redescendre sur Terre avec une cure d'austérité qui semble bel et bien se profiler. C'est tout de suite l'essentiel. On va plus loin. Sans surprise, en Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune est réélu à la quasi-totalité des voix, malgré un doute sur le niveau de la participation et d'éventuelles irrégularités. Il semble que moins d'un quart du corps électoral se soit rendu aux urnes, signe d'une désaffection après le mouvement de révolte du Hirak, et alors qu'Alger apparaît de plus en plus isolé sur la scène régionale. Florent Rodeau. Pas d'image de Florent Rodeau, on va en parler dans un instant. Niagalé Bagayoko, la réélection, en tout cas plus que confortable, d'Abdelmadjid Tebboune, va-t-elle le renforcer, lui et l'Algérie, ou au contraire nourrir la suspicion compte tenu des incohérences majeures qu'ont dénoncé dès hier les candidats eux-mêmes et ce qui apparaît comme finalement une très faible participation? Et qu'a reconnu Abdelmadjid lui-même, parmi les trois candidats. Souligner cette incohérence, en effet. Il semble qu'il est quand même très fragilisé par cette faible participation, tout comme il est en effet isolé. Donc, à mon avis, non. Et puis, le score qu'on qualifierait de soviétique, forcément, qu'il a obtenu, enfin, dont il se prévaut en tous les cas, ne contribue pas, à mon avis, à asseoir sa légitimité. Bruno, l'élection et son résultat, surtout, on sentait évidemment cette élection se profiler. Est-ce qu'un résultat aussi élevé avec une abstention aussi forte contribue à le légitimer ou pas ? Non, je pense qu'il a raté son pari d'une certaine manière, puisqu'en fait c'était le principal enjeu de ce scrutin, puisqu'on savait très bien que les deux candidats qui étaient face à lui, en fait, ne faisaient pas le poids, quoi. Face à la machine, même si officiellement il est indépendant, mais on savait que derrière lui, il y avait le FLN, un parti islamiste important notamment, enfin, plus l'armée. Voilà, donc en fait, l'enjeu pour lui, c'était que la participation soit importante pour qu'il ait un semblant de relégitimation après le scrutin de décembre 2019, où la participation n'avait pas dépassé les 40%. Il avait été élu avec un score moins soviétique, 58%. Avec plus de participants. Voilà, là, il lui fallait un meilleur score. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce drôle de chiffre qui a été annoncé dans un premier temps, avec un calcul dans les 58 wilayas. Une moyenne des participations régionales. Une moyenne des participations, enfin, difficile à comprendre. On arrivait à 48% de participation, ce qui était un chiffre supérieur aux 40% de 2019. Je pense que c'est... En réalité, on est entre 20 et 25. Voilà, c'était ça le message qu'on voulait faire passer du côté de l'entourage, en tout cas peut-être de M. Tebboune. Mais la réalité, les faits et les chiffres sont têtus. Quand vous avez 24 millions d'inscrits et même pas 6 millions de votants, vous arrivez à 23-24%. De participation. Et voilà. Donc c'est un très mauvais résultat en fait pour lui, malgré ses 94,65% de suffrages exprimés. Et alors même que l'Algérie donc est dans une situation aujourd'hui d'opposition, on peut le dire, avec un certain nombre de ses voisins. On va voir à présent les images commentées par Florent Rodeau. Pendant des décennies, l'Algérie, chantre du non-alignement, pouvait se prévaloir d'un statut dans la région, celui de médiateur des conflits locaux. Mais ça, c'était avant un changement d'air pour le pays, illustré notamment par une annonce, celle du 25 janvier dernier, lorsque le Mali remet en cause l'accord de paix d'Alger, signé en 2015. Pour la première fois, les militaires au pouvoir à Bamako accusent l'Algérie de protéger des rebelles touaregs et arabes vus comme des terroristes par l'armée malienne. Des groupes armés qui infligent pendant l'été une sévère défaite aux forces de Bamako et leurs alliés de Wagner près de la frontière algérienne, une zone où les autorités maliennes répliquent à coups de bombardements effectués par drone.
La rupture est alors définitivement actée. Au même moment, la tension monte aussi sur le flanc libyen de l'Algérie. Le 8 août, l'armée nationale du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen soutenu par les Émirats arabes unis, fait avancer une colonne vers une ville proche de l'Algérie sous prétexte de sécuriser les frontières. Colère immédiate du président algérien Abdelmajid Tebboune, qui, sans nommer directement le maréchal Haftar, prévient « Alger ne restera pas les bras croisés si ses intérêts et sa sécurité nationale sont menacés ». Ne pas oublier aussi le Maroc, soutenu depuis mars 2022 par l'Espagne dans le dossier du Sahara occidental, mais aussi depuis fin juillet par l'ancienne puissance coloniale française. Vieux d'un demi-siècle, ce différend n'a cessé de s'envenimer, au point de nourrir une inquiétante course aux armements entre Alger et Rabat. Une triple crise Mali, Libye, Maroc, à laquelle il faut aussi ajouter le Niger, pays de plus en plus sensible aux sirènes des Russes et des Turcs, mais où Alger conserve toujours une forte influence. Ces derniers mois, l'Algérie a aussi fait parler d'elle sur la scène internationale en prenant la défense des Palestiniens de Gaza. Fin mai, elle propose notamment une résolution de cessez-le-feu à l'ONU, sans que cette dernière aboutisse. Nigel Bagayoko, des trois crises qu'on vient de voir aux frontières de l'Algérie, laquelle vous apparaît aujourd'hui comme la plus problématique ? À mon avis, elles sont d'essence différentes. Je dirais que, bien entendu, la crise avec le Maroc est traditionnelle. Elle a tendance à s'aggraver dans un contexte d'armement croissant des deux parties. Mais c'est quand même un problème structurel qui paralyse... C'est un des points chauds de la planète, on peut le dire ? Non, ce n'est pas un point chaud, mais c'est un point froid. Et comme on le sait, les conflits froids peuvent se pérenniser et bouleverser, non pas évidemment l'ordre international, mais en tout cas régional. Et on l'a très bien vu, notamment en ce qui concerne cette fameuse organisation sous-régionale africaine, qui est l'Union du Maghreb arabe, qui n'a jamais fonctionné, qui est en état de mort cérébrale en raison de ce conflit du Sahara occidental. Le deuxième, avec la Libye, m'apparaît peut-être un peu plus conjoncturel et je le lirai peut-être aussi à l'aune de ce qui se passe aussi en fait avec le Maroc, parce qu'il ne faut pas oublier que les Émirats arabes unis, qui sont très présents en Libye, sont tout comme le Maroc signataires des accords d'Abraham, donc de rapprochement avec Israël, et l'Algérie est vraiment l'État qui clame haut et fort sa politique antisioniste. Et enfin, la crise sahélienne, pour moi, est celle qui dénote le plus le recul stratégique et diplomatique de l'Algérie sur la scène internationale. Donc pour moi, c'est le conflit le plus préoccupant. Le plus préoccupant, cette crise malienne, Bruno Darou, il y a la remise en cause finalement du rôle de médiateur de l'Algérie, mais le Mali va même encore plus loin puisqu'il accuse Bamako pour la première fois d'ingérence. Il accuse Alger, pour la première fois d'ingérence. Oui, les relations se sont fortement détériorées depuis la fin des accords d'Alger, fin janvier, décidée par la junte malienne. Il faut rappeler que les choses ont changé depuis que la junte malienne, quand même, est arrivée au pouvoir. Et elle accuse, effectivement, cette junte, elle accuse Alger de protéger les rebelles touaregs et arabes, de les abriter dans une arrière-base qui est donc le sud du territoire algérien. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de rompre cet accord. Donc, effectivement, ça, c'est peut-être le point de tension le plus récent, mais qui, effectivement, traduit un basculement dans l'influence qui était plutôt une influence de soft power, de médiateur en fait que jouait l'Algérie et qui lui réussissait bien vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Niger aussi. Et là, les choses sont en train de changer. Et évidemment, le paradoxe, c'est en train de changer notamment à cause de l'intervention du fameux groupe paramilitaire Wagner, donc des Russes, alors même que historiquement, l'Algérie entretient de bonnes relations avec Moscou. Alors, la question qui se pose, sans qu'on puisse vraiment pour le moment y apporter de réponse, est-ce qu'il y a deux canaux différents ? Est-ce que Vladimir Poutine a plutôt décidé de mettre l'accent sur l'expansionnisme russe, en quelque sorte, dans les pays du Sahel, en se disant que la relation avec Alger, de toute façon, tiendrait le coup, parce qu'elle est vieille de plusieurs décennies. Voilà, ça, c'est une vraie question. D'autant, Bruno, que la Russie soutient aussi le maréchal Haftar, dont on a vu qu'il est l'autre problème aujourd'hui d'Alger, sur l'autre front libyen. Qui a lui aussi recours au groupe Wagner, et qui est aussi soutenu par la Russie. Ou alors, selon certains spécialistes, en fait, ce ne seraient pas les mêmes canaux
par lequel transiteraient en fait les relations d'Alger avec Moscou, ce serait plutôt avec le ministère des Affaires étrangères russe, et tout ce qui est groupe paramilitaire Wagner, ce serait directement en fait sous l'influence du président russe. Ça veut dire que ministère de la Défense. La Russie tire plusieurs ficelles régionales, à la fois toujours alliée et parrain d'une certaine manière historique de l'Algérie, et en même temps commanditaire ou liée directement à ces groupes comme Wagner, qu'elle a sans doute repris en main depuis la mort de leur créateur, et aujourd'hui donc aussi en but avec Alger. Alors manifestement, il semblerait qu'Alger ait cherché à utiliser le canal diplomatique russe pour renouer le dialogue avec Bamako notamment. Il y avait même la nomination d'un nouvel ambassadeur qui n'obtenait pas son agrément. Il semble que le canal diplomatique russe ait permis de faire avancer les choses. Mais effectivement, la Russie est en train de retrouver une place régionale grâce à son alliance avec les États de l'AES, donc de l'Alliance des États du Sahel, dont sont membres le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et le cas nigérien est très intéressant parce que autant le Mali fait partie des alliés russes traditionnels, le Niger, ce n'est pas son cas du tout. Et les relations se détériorent avec l'Algérie pour deux autres raisons très différentes de ce qui concerne le Mali. La première, c'est que la tentative de médiation de l'Algérie a été très mal perçue par les nouvelles autorités militaires au pouvoir, qui ont en fait signifié une fin de non-recevoir. Dans le conflit malien. Dans le conflit nigérien. Après, le coup d'État du 26 juillet 2023. Et en revanche, un autre dossier dont on parle moins, mais c'est celui des migrations, qui est vraiment un point de cristallisation absolument majeur entre le Niger et l'Algérie en raison du sort qui est réservé aux migrants nigériens et plus largement africains. On voit effectivement que cette question de la porosité des frontières a toujours joué un rôle. Jusqu'à présent, Alger, on le savait, voyait effectivement de la contrebande et des groupes, Touareg et autres, passer sur le nord de son territoire, s'en servir comme sanctuaire. Aujourd'hui, l'Algérie est clairement accusée par les autorités maliennes de leur servir de sanctuaire. Oui, en fait, c'est ça l'accusation portée par la junte malienne. Et face à ça, en fait, on a l'impression que la diplomatie algérienne a un peu du mal à s'adapter parce qu'elle est sur des sortes de fondamentaux, en fait, depuis quasiment l'indépendance de l'Algérie. C'est à la fois le rôle de médiateur, le rôle de non-intervention militaire à l'extérieur des frontières de l'Algérie. Et on sent que là, qu'il y a une espèce d'adaptation des fondamentaux diplomatiques qui est en cours, mais qui n'est pas abouti. Il y a quand même eu, alors je ne sais plus exactement si je crois que c'est un amendement à la Constitution qui permet désormais à l'armée algérienne officiellement d'être validée constitutionnellement en quelque sorte pour intervenir à l'extérieur du pays. Le président Tebboune a déjà brandi la menace à plusieurs reprises. Mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. Mais on voit qu'il y a déjà eu cette évolution concernant le rôle de la diplomatie et de l'armée algérienne. Qu'est-ce qui explique néanmoins, Niagalé Bagayoko, la soudaine audace des autorités maliennes envers Alger? C'est quand même la grande puissance régionale. Jamais dans le passé, Bamako ne s'était permis d'accuser nommément l'Algérie. Alors, je pense qu'il y a eu un délitement croissant dans la relation qui, effectivement, s'est matérialisé de manière abrupte au moment de l'arrivée au pouvoir des militaires, mais qui, en réalité, couvait avant. Parce qu'il faut savoir que l'Algérie, en fait, a toujours été médiateur dans toutes les crises maliennes. Il y a eu l'accord de Tamanrasset dans les années 90, l'accord d'Alger en 2006, et enfin cet accord en 2015. Et tous ces accords ont échoué. Donc au bout d'un certain temps, on s'interroge quand même sur la validité des options promues par l'Algérie. L'Algérie était chef de file de la médiation internationale et ça n'a pas fonctionné. Mais ce qui est important à rappeler, c'est la façon dont ont totalement été remises en question les options soutenues par Alger qui considèrent que la solution du nœud gordien sahélien est au nord du Mali. Or, la crise sahélienne a évolué de telle façon que son épicentre est au centre du Mali et plus encore dans la région du Liptako-Gourma et se déplace encore plus vers les pays côtiers. Et l'Algérie n'a pas cette connaissance en réalité de ces canaux de crise, de ces lieux
cible de crise. Donc je pense que ça explique beaucoup les choses aussi. Alors il y a effectivement cette crise, on l'a vu aussi, donc la Libye avec le rôle que jouent les Émirats arabes unis aux côtés du maréchal Haftar, qui s'est manifestement très mal perçu par l'Algérie, car les Émirats arabes unis sont proches du Maroc, via notamment les accords d'Abraham. Et donc le Maroc, c'est effectivement aujourd'hui, on le sait, avec la question du Sahara occidental bien sûr, et depuis longtemps, un problème essentiel, existentiel même pour l'Algérie. Bruno, après les États-Unis, la reconnaissance par la France que désormais, là je cite, c'était la lettre envoyée par Emmanuel Macron au roi Mohamed VI, que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, c'est de nature à exacerber la crise entre Alger et Rabat. Oui, ça l'a exacerbé, mais ça a aussi exacerbé les relations entre Paris et Alger. Paris et Alger, voilà. Oui, entre Alger et Rabat, mais enfin ça, c'est pas vraiment surprenant que ça ait exacerbé la crise, parce que en fait, si on regarde un peu sur ce dossier, l'Algérie perd un peu du terrain diplomatiquement. Ça donne un poids considérable à la position marocaine. De l'Espagne, l'évolution des États-Unis à l'époque de Donald Trump, et maintenant la France. Donc, effectivement, pour l'Algérie, sur ce terrain, elle continue à défendre les indépendantistes sahraouis, mais c'est perçu comme une défaite de l'Algérie. Ça dépend par qui, mais évidemment l'Algérie ne va pas le dire. Mais enfin, on peut dire, vu de l'extérieur, avec un regard extérieur, un peu que diplomatiquement, l'Algérie est un peu sur la défensive finalement sur ce dossier. Et évidemment, ça a eu un impact sur la relation toujours extrêmement compliquée entre Paris et Alger, avec le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris dans le cours de l'été. On voit certains observateurs, y compris algériens, blâmer le pouvoir algérien pour finalement cette situation d'une France qui, après avoir tenté vaille que vaille, de renouer les liens avec Alger. On a vu Emmanuel Macron, c'était son premier déplacement dès 2017. L'effort mémoriel aussi, concernant donc le souvenir commun de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, se tourner vers le Maroc, c'est la faute d'Alger. Non, je ne pense pas. Je pense que la France s'est aussi retrouvée diplomatiquement en porte-à-faux pendant quelques mois, à la fois avec le Maroc et avec l'Algérie. Et elle ne pouvait absolument pas rester dans cette posture d'entre-deux. Et sans doute a-t-elle constaté le recul algérien dans la région, auquel fait pendant l'offensive marocaine vers l'Afrique, qui n'est pas nouvelle, mais qui a pris un nouvel élan avec la proposition qui a été faite par le Royaume Chérifan, offrir un corridor d'accès à l'Atlantique à tous ces pays sahéliens enclavés, ce qui, sous réserve bien entendu de l'accord mauritanien, est une offre originale et alternative qui dévie un peu les aspirations de la zone plus vers la Méditerranée traditionnellement. Donc oui, le Maroc a une diplomatie, à mon avis, très habile dans la région, dont Paris joue aussi. Le divorce avec la France est consommé en tout cas. C'est une des questions. Maintenant que le président Tebboune a été réélu, il va falloir... il y a plusieurs critères. Il y a effectivement tout ce qui avait été mis en place par la France avec Emmanuel Macron sur la commission d'historiens, effectivement sur la mémoire de la guerre. Présidé par Benjamin Stora, Ce sera un signe. Il y a les obligations de quitter le territoire français aussi. Ce sera un autre signe. Donc on va voir dans les semaines à venir si le président Tebboune, maintenant qu'il est réélu, a la volonté d'apaiser les relations avec Paris, ou s'il compte un peu, on va dire, instrumentaliser ces tensions pour maintenir un pouvoir qui est donc fragilisé à l'issue de ces élections. Ça se lira par les OQTF, vous dites notamment. Oui. Par la délivrance de laissez-passer consulaires qui font que des personnes en situation de quitter le territoire français pourront être ou non reprises par l'Algérie. Et surtout acceptées par l'Algérie. Voilà. Qui favorisera leur expulsion. C'est ça le problème. Fin des Jeux ici à Paris, le temps d'un été. La parenthèse olympique nous aura fait oublier un peu les difficultés du quotidien, à commencer par nos difficultés à nous, Français, pour former un nouveau gouvernement. Retour sur le bilan de ces dernières séquences, les Paralympiques, avec Pierre Leduf. Un bouquet final multicolore au-dessus du Stade de France, marquant le terme d'un été olympique. Le drapeau paralympique a été transmis à Los Angeles, qui accueille dans 4 ans les prochains Jeux d'été. Les 4400 para-athlètes qui ont émerveillé le public pendant 12 jours se sont réunis une dernière fois. Une ultime fête aux sonorités électro, avec pas moins de 24 DJ.
C'était extraordinaire, super sympa, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit de l'électro. Et on a vu défiler tous les DJ qu'on voit en club quand on sort et tout, donc super, vraiment génial. Ah oui, c'était super, on est ravis. C'était incroyable, bien sûr qu'on est triste que ce soit la fin, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est que l'esprit des jeux continue, en tout cas même si les jeux sont terminés. Dès qu'on croise quelqu'un, il nous sourit, donc je voudrais que ça reste comme ça toute la vie, moi. Du stade éphémère au pied de la Tour Eiffel au Grand Palais, les sites olympiques parisiens ont souvent autant marqué que les moments de sport. JO et para confondus, plus de 12 millions de billets ont été vendus, dont 2,5 pour les Jeux paralympiques. La France se classe 8e du tableau avec 75 médailles. Samedi, les Bleus ont décroché l'or en cécifoot en battant l'Argentine devant un public conquis. Autre moment fort, la médaille d'or d'Aurélie Aubert en boccia, la pétanque des Paralympiques, une discipline jusqu'ici peu connue du grand public. Mais les larmes de joie de la Normande ont profondément ému les supporters qui lui ont réservé au Club France l'accueil de championne qu'elle méritait. Alors je vais vous poser les questions à tous les deux. Au final des 4 cérémonies, 2 d'ouverture, 2 de clôture, des 64 médailles françaises aux JO et 75 aux Paralympiques. Et puis aussi de la mise en avant des sports paralympiques comme peut-être jamais jusqu'à présent. Des conditions de sécurité aussi, touche du bois, mais en tout cas pas d'attaque terroriste durant ces Jeux. Et le tout réalisé dans la bonne humeur et dans une organisation que tout le monde décrit comme parfaite. Que retenez-vous de ces Jeux? S'il fallait retenir un élément. Moi, je retiendrai la cérémonie d'ouverture, qui, je pense, a donné un élan et a convaincu un certain nombre. Il y a quand même des exactement, critiques, je vais y revenir. Un certain nombre de personnes qui étaient en France très opposées à la tenue de ces Jeux Olympiques, notamment les Parisiens, etc. Et qui, on en reparlera peut-être, a surtout révélé 2 visions du monde qui s'opposent de manière tectonique, je pense, à l'échelle universelle, entre une vision qui se veut libérale, progressiste, etc., et une autre qui réclame des valeurs plus morales, la promotion d'une certaine vision de ce que doit être la famille, l'État et les Jeux d'ailleurs. Parce qu'il faut dire, nous étions nombreux à crier au génie devant le spectacle de Thomas Joliet, étonnés donc de voir, et pas seulement qu'en France, même aux États-Unis, il y a eu effectivement des gens qui ont considéré que les thèmes abordés n'étaient pas dignes des Jeux Olympiques, pas suffisamment fédérateurs. C'est ça. Oui, ça c'était un parti pris, effectivement, et ça rejoint effectivement cette opposition presque philosophique entre deux visions du monde. Après, globalement, on peut retenir quand même que ça a été un succès en termes, effectivement, vous l'avez dit, d'organisation, de sécurité, et puis un succès justement culturel parce que c'était un pari un peu dingue au départ, qui avait d'ailleurs été très critiqué, notamment à Paris, mais en France en général. Rappelez-vous, 2 mois avant, tout le monde disait ça va être une catastrophe, il va y avoir des attentats, on va plus pouvoir circuler à Paris. Quelle idée de faire la cérémonie en pleine ville. Donc c'était un pari, c'était la première fois qu'une cérémonie d'ouverture comme ça n'avait pas lieu dans un stade, mais en pleine ville. Et de ce point de vue, moi, je trouve que ça a été quand même très réussi. Parce que d'abord, ça a sorti... Alors, Paris n'a pas besoin... Paris est très connu dans le monde. Je crois que c'est la ville la plus visitée au monde. Mais Paris aussi était un peu une ville musée. Et en fait, en installant des sites sur des lieux emblématiques, en fait, ça leur a redonné une espèce de vie et de vitalité et de dynamisme. Plus les images absolument magnifiques, évidemment, de Paris, etc., qui ont été diffusées dans le monde entier. En termes de soft power, je pense que ça a été bien pensé et quand même très réussi, je pense. Oui, pour l'influence de la France, effectivement, je crois que tout le monde est d'accord. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que là, on rentre dans l'atmosphère et on va forcément, à un moment ou à un autre, se poser la question, la France pouvait-elle se permettre de dépenser 8 à 9 milliards d'euros, là où on en cherche 20 pour l'an prochain? Est-ce qu'on va, demain, pouvoir décemment demander aux Français de se serrer la ceinture après la débauche de moyens affichés pour accueillir la planète entière ici à Paris? C'était l'un des arguments de ceux qui étaient opposés à ces Jeux Olympiques, et y compris en se référant aux catastrophes qui ont souvent suivi l'accueil de JO. On pense à la Grèce, par exemple, ou l'accueil de grandes compétitions internationales. On pense à l'Afrique du Sud, etc. Alors, dans le football, pas dans les JO, mais se pose, à mon avis, la question de ces grands-messes et du coût qu'elles engagent, ce à quoi on répond en général que c'est un investissement en termes de soft power, comme vous le dites, mais avec des infrastructures qui resteront, avec aussi la possibilité d'accueillir de nouveau les Jeux, ce qui va à terme de toute façon poser un problème en termes d'équité et de répartition pour les États qui ne les ont jamais déjà les Jeux d'hiver de 2030, exactement. Bruno Darroux. Oui, alors après on évoque le coût. D'abord, effectivement, c'est une somme importante. Après, votre comparaison avec les 20 milliards qu'il
faut trouver pour... C'est-à-dire que... Non, mais vous savez, c'est comme dans les entreprises, Oui, les gens qui disent ah là, il y a un budget pour oui. les salaires, il y a un budget pour la communication, pourquoi on ne pique pas dans le budget pour la communication Bon, c'est un éternel débat, mais il faut voir aussi peut-être ce que ça va rapporter. On n'a pas encore les retombées économiques. Ça devrait quand même rapporter de l'argent, on verra combien. En général, c'est vrai que c'est plutôt déficitaire. Je veux dire, quand il va falloir expliquer dans un mois peut-être qu'on réduit l'indemnisation des seniors au chômage de peut-être de 6 mois ou d'1 an, que parallèlement la retraite... Je ne suis pas persuadé que les gens vont d'abord penser à ce qu'ont coûté les Jeux Olympiques. Ils vont penser à des tas d'autres choses qui coûtent beaucoup d'argent, mais ça, je pense que c'était un élément quand même assez fédérateur, d'autant plus que la somme est importante, mais par rapport à d'autres jeux, vous parliez de la Grèce, je crois que la Grèce avait coûté 13 milliards d'euros, et c'était il y a quelques années déjà. Donc ce sont des jeux qui ont coûté cher, oui, mais pour des Jeux Olympiques qui n'ont pas coûté si cher que ça, ils ont coûté plus cher que je crois que les 6 milliards qui étaient envisagés au départ, mais enfin... C'est toujours comme ça. Il n'y a pas eu d'explosion. Il n'y a pas eu énormément de construction de stades, etc., parce que Paris était déjà bien doté. Et puis, il y a eu quand même il va y avoir la réutilisation d'endroits comme le village olympique, le village des médias, à des fins, pour le coup, économiques, voire sociales, en termes de logement, par exemple. C'est la fin. Voilà. C'est bien moi ajouter. Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko. Bruno Darou, c'est terminé. On va plus loin. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans l'essentiel.